Eh ben, merci pour l'invitation. Alors, c'est pas la meilleure des tâches de terminer ce symposium. Euh, comment dire, pour faire court, tout le monde a faim, donc je vais essayer d'être assez direct. J'ai vu pas mal de choses super intéressantes. La présentation que je vais faire sera certainement moins pointue que l'autre collègue, et c'est là où on voit vraiment la pertinence des échanges. Moi, je vais plutôt, entre guillemets, un petit peu survoler et puis évoquer un petit peu de quelle manière, finalement, l'eau, qui est souvent vécue comme un vrai verrou, hein, qui amène des mécanismes multiphysiques très complexes. Certains font leur carrière et d'autres vont continuer encore là-dessus. C'est comment on peut voir différemment son rôle pour pouvoir en tirer parti. Donc oui, bah, je viens de l'IRDL, je viens de Lorient, et oui, en effet, je suis breton. Donc le point de départ, ça fait maintenant quasiment une quinzaine d'années. Donc j'ai fait ma thèse sur les biocomposites, à savoir l'incorporation de fibres végétales dans le domaine des matériaux biocomposites, avec des spécificités au niveau des interfaces ou interphases, et puis des problématiques de durabilité. Donc j'ai fait ma thèse entre l'UBS Lorient et puis l'Ifremer à Brest. À ce moment-là, la logique était finalement associée à une communauté qui disait que l'humidité était un verrou. Et il s'avère que dans la communauté des biocomposites et au sens assez large, le dogme, c'est ça, c'est-à-dire que quand on met ces matériaux dans des conditions qui sont sévères, lorsqu'on ne les protège pas, et je pense que c'est surtout ça le point manquant dans pas mal de réflexions, et ben en effet, ils sont sensibles à l'humidité, ils vont générer des mécanismes potentiellement d'endommagement, etc., etc. Donc c'est ce qu'on voit et c'est ce qui est un peu inscrit dans l'inconscient collectif. Là, j'ai mis un parquet. Bon, ben oui, l'expansion, quand c'est mal maîtrisé, c'est un vrai souci. Je reprends un point aussi, puisque ça reste encore un courant très, très, très majoritaire, même si cette publication-là, elle date un tout petit peu, ça n'a pas beaucoup changé quand même, hein. Et donc une publi qui a 500 et quelques références, qui est citée 4500 fois, met clairement en avant que les fibres végétales sont hydrophiles, que la compatibilité avec une matrice hydrophobe, c'est pas faisable, ça marche pas, et que dans tous les cas, l'hydrophilie est un verrou complet à toute application. C'est une démarche ou en tout cas, c'est un point de vue qui s'entend carrément. Et derrière, par contre, ça amène à des stratégies qui nous amènent un peu dans un tube. Alors moi, je me permets, c'est un point de vue, hein, à savoir systématiquement imaginer dénaturer finalement la fibre en réduisant son hydrophilie avec des traitements chimiques, physiques, physico-chimiques, etc., etc. Ce qui est intéressant, mais c'est finalement tordre le bras complet aux produits naturels en essayant de le faire caser dans une case de l'ingénieur, quoi. J'ai l'impression de voir finalement quelqu'un taper sur un espèce de petit objet en étoile dans une forme carrée. Et d'un point de vue environnemental, on peut se poser aussi pas mal de questions, puisque l'idée normalement d'intégrer des fibres végétales, c'est quand même de réduire durablement l'impact sur l'environnement. Donc dès lors qu'on intègre des problématiques de traitement, de modification des surfaces, c'est à implémenter dans l'inventaire du cycle de vie, et c'est loin, loin, loin d'être comment dire, ridicule, tout en sachant que derrière les conséquences mécaniques ou de durabilité sont encore à prouver. Bref. Donc, bah, moi, suite à ça, j'avais plusieurs possibilités. J'ai pu, on va dire, observer ou rencontrer différentes plantes, et notamment des plantes qui étaient sensibles à l'humidité, notamment les Mimosa pudica. Je vous inviterai à regarder ça. Et à partir de ce moment-là, en bouquinant un tout petit peu, j'ai pu voir bah, que l'eau dans les plantes, et pas que dans les plantes d'ailleurs, hein, va avoir un rôle structurant, particulier, et n'est pas forcément vu comme étant un verrou. Et de proche en proche, en bouquinant, j'ai pu aussi proposer ou appliquer des démarches de biomimétisme. C'est-à-dire que tout ça, c'est 2012-2013 à peu près. Alors, il y a plein d'autres personnes qui ont fait ça avant moi, il n'y a pas de souci, hein. Il s'avère que ça a permis simplement de mettre un tout petit pas de côté concernant les biocomposites et la façon dont on imaginait les biocomposites. Alors, quand on met en place une démarche de biomimétisme, alors plutôt la démarche top-down, c'est-à-dire identifier le verrou de l'ingénieur et puis après aller fouiller dans la biologie pour pouvoir essayer de trouver des réponses. Bah, le verrou, il est tout trouvé, hein, parce je viens de l'évoquer avant, c'est la sensibilité à l'humidité.
et sensibilité à son environnement, si on veut globaliser un tout petit peu. D'un point de vue des modèles biologiques, il y a pas mal de modèles biologiques qui tirent parti finalement de cette sensibilité à l'humidité. On peut caser ça dans une gamme un peu plus large, plus générique, qui serait potentiellement une gamme de mécanismes de dispersion des graines. Et ça, il y en a partout autour de nous. Que ce soit à générer des mouvements de flexion, de rotation, des instabilités, il y en a partout. Il suffit d'ouvrir un tout petit peu les yeux et de discuter avec nos grands-parents qui le savaient très bien. Ou alors, il suffit de regarder ce qu'on a sur la tête. Euh, donc ça, c'est une première étape. Donc, c'est-à-dire fouiller, être curieux, et puis aussi aller discuter avec des biologistes, avec des botanistes, qui, eux, ont des compétences de naturalistes qui sont en train de disparaître petit à petit. La troisième étape, c'est l'abstraction. C'est là où c'est, disons, le plus complexe, puisqu'il y a à la fois une description du modèle biologique, donc en termes de morphologie fonctionnelle, et le terme morphologie fonctionnelle est choisi, puisque c'est clairement une étape clé, un verrou total, que ce soit d'un point de vue du biologiste ou de l'ingénieur. Trouver des biologistes qui aillent jusque la réflexion entre l'architecture et la fonction, c'est pas du tout évident, mais c'est là la clé. Donc, il s'avère que pour nos écailles de pommes de pin et pour beaucoup disons, d'actionneurs hydrauliques qu'on trouve dans la nature, en fait, on peut assimiler l'architecture à une architecture asymétrique sous forme de bilame, de stratifiés asymétriques avec des tissus qui sont très anisotropes, hein, et qui vont avoir une forte expansion ou une faible hygroexpansion. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et vous le savez, et là on peut pousser un peu plus loin, c'est que tout ça, c'est associé à une architecturation beaucoup plus fine à l'échelle des tissus, à l'échelle des parois, à l'échelle de l'orientation des MFA, etc., etc., etc. Donc, sans aller à ces échelles-là, l'idée d'une stratification asymétrique avec des différences de propriétés hygroélastiques, ça suffit, permet d'avoir un schéma d'abstraction suffisamment pertinent. Bon, ok, très bien. Ben, mes fibres végétales, telles que je les utilisais jusqu'à présent, fibres de lin en l'occurrence, sont sensibles à l'humidité, sont anisotropes. On est capable de maîtriser les orientations par les process, d'accord, de plasturgie, de thermocompression. La petite image qu'on voit là, c'est un truc que j'ai dû faire il y a maintenant plus de 10 ans. Thermocomprimé, un stratifié avec des orientations 0,90 et on soumet l'ensemble à une variation d'humidité et ça marche. Ça génère directement des matériaux qui sont capables de changer de forme. Ça nous permet d'avoir des matériaux qui sont sensibles à l'humidité qu'on appelle hygromorphes. Humidité, eau, morphe, changement de forme. Là, la petite image que j'ai mis, alors j'ai sauté 10 ans. C'est-à-dire que les premières étapes que j'ai faites, c'était des languettes toutes simples, qui marchaient, qui ont fonctionné assez directement, ce qui est assez rare. Là, ce que je vous présente, je spoil un petit peu la suite, c'est le fruit de résultats d'addition d'autres compétences et d'autres sciences pour pouvoir aller beaucoup plus loin sur les changements de mouvement. Bref, on arrive sur le fait que d'une faille ou d'un verrou des fibres végétales, eh ben, on en arrive potentiellement à produire ou à imaginer d'autres fonctions, des matériaux qui sont à la fois capteurs, ils sentent leur environnement et ils sont actionneurs. Donc c'est exactement ce qu'on trouve dans la nature, hein. Mais par contre, c'est ce que l'ingénieur ne sait pas faire. L'ingénieur, s'il veut faire toute une chaîne d'acquisition, il va devoir avoir des capteurs, des actionneurs, des fils, etc., etc. Donc ça amène derrière une frugalité qui est non, enfin qui est assez intéressante. Donc ça nous ouvre à finalement des nouveaux matériaux intelligents qui sont potentiellement stimulés par des variations environnementales. Donc les trois petites vidéos qui tournent sont associées à des mécanismes d'amplification, soit d'origami, soit de kirigami, enfin bref. L'intérêt, c'est que ça permet de voir d'une autre manière les ressources locales renouvelables. La filière du lin, je prends cet exemple-là, et puis l'exemple de Jérémy juste avant, que le papier est super intéressant, c'est que ça permet d'imaginer d'autres débouchés. Je pense qu'on en a besoin, hein, vu les tensions sur les marchés. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça va se faire tout de suite? Non. Mais néanmoins, ça permet par un pas de côté, d'envisager les choses assez différentes. Et ça permet d'utiliser les ressources en imaginant les dénaturés le moins possible. Et ça, intellectuellement, c'est pas mal du tout. C'est les capteurs et les actionneurs qui sont intégrés dans le matériau. Donc, d'un point de vue frugalité, fonctionnement dans les phases d'utilisation et réduction de la complexité de chaînes de matériaux intelligents, de structures adaptatives, c'est pas mal non plus. Un autre point qui est assez intéressant d'un point de vue intellectuel, c'est que ce sont des matériaux qui sont capables de très fort déplacement.
mais qui conserve, et là ça dépend comment dire, de la stratégie, hein, qui conserve une certaine rigidité. Et nous, c'est disons la stratégie qu'on a pris depuis le début au sein de l'équipe. C'est pour ça qu'on travaille sur les fibres végétales et notamment sur des fibres dites continues. Je mets plein de guillemets parce qu'évidemment, c'est pas des fibres continues, ce sont des fils. Bon. Mais concrètement, on est capable d'avoir des propriétés mécaniques qui structurellement sont pas mal, c'est vraiment pas mal, et grâce à la stimulation environnementale, et ben, activer de la compliance. Et là, on arrive sur des actionneurs qu'on appelle structurels, avec des densités énergétiques, c'est-à-dire des capacités de générer des efforts qui sont pas mal du tout. Et à ce titre-là, juste petit rappel sur les coins de bois qui étaient utilisés pour fissurer les roches il y a 10 000 ans. Et surtout, c'est que c'est capable de mouvements programmés. Donc, Jérémy en a un tout petit peu parlé aussi. De par la distribution de matière, on est capable de piloter le mouvement. Donc là, donc, le mouvement et la chronologie. Ça, j'en reparlerai. Donc, le dernier, c'est pas un slogan publicitaire, hein, mais le sans fil ni moteur, quand on parle de frugalité, c'est assez intéressant en termes de fonctionnalité additionnelle sur des matériaux biocomposites ou des composites conventionnels. Alors, la, la, la bascule qui s'est faite aussi, aller un peu plus loin, je vous disais qu'une écaille de pomme de pin, c'est un bilame. Le fait que la pomme de pin bouge, c'est pas que ces tissus soient exceptionnels, hein, pas du tout, hein. C'est le fait que ces tissus disposent d'une composition biochimique, ok, qui est proche de pas mal d'autres tissus ligneux, hein, et c'est surtout l'organisation. Je disais que c'était un bilame. Bah, en fait, il suffit de voir la section MEB, on voit que c'est faux, en fait. Pas un bilame. C'est une distribution de bilame. Donc, on a une distribution de rapport d'épaisseur dans la section. Et si on regarde à droite la photo, donc là, je suis venu enlever les différents tissus, et ça se voit, on peut le faire assez facilement. Et ben, pareil, on a une distribution des tissus dans le plan. Pour ceux qui aiment bien les composites, on a finalement une distribution de rigidité dans le plan, on a des composites à rigidité variable. Ok, super. Donc ça nous amène une réponse qui est pas simplement une courbure, mais une réponse. Ah, elle va arriver, petite vidéo quoi. Si elle veut bien. Voilà. Une réponse qui est séquentielle. Si vous regardez bien la vidéo ici, en fait, on va pas avoir une seule courbure, mais on va avoir une double courbure. Hop là, on la voit. On va avoir une courbure transverse et une courbure longitudinale. Le pourquoi du comment, ça, on peut discuter avec les biologistes, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est piloté d'un point de vue séquentiel. Et donc là, de par la distribution de matière et de par la distribution des propriétés hygroscopiques et mécaniques ou hygromécaniques, on va avoir cette réponse spatio-temporelle. Alors le terme spatio-temporel, ça fait un peu Star Wars, mais c'est vraiment dans l'espace et dans le temps. Et donc là, finalement, tout ça, eh ben, c'est ça qu'on appelle l'impression 4D. Et c'est ça que je vais évoquer avec l'impression 4D par la suite. Donc là, avant de parler d'impression 4D réellement, l'impression 3D, on le voit de plus en plus. Aujourd'hui, on peut très bien l'utiliser pour aller titiller un tout petit peu les limites de l'ingénierie des matériaux dans la nature, à savoir les compromis avec des propriétés paradoxales, des compromis de rigidité et ténacité. Aujourd'hui, si on demande à l'ingénieur de faire un truc super raide, il va faire un mât de bateau qui sera raide. Par contre, le mât de bateau, il sera plutôt fragile et pas tenace. Il y a des modèles biologiques qui sont capables de combiner ces choses-là. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre et la fabrication additive, notamment l'impression 3D, nous permet d'y aller. Hein, voilà, là, c'est référence pour mes collègues du bois. On peut imaginer retranscrire les problématiques de distribution des surcontraintes avec ces distributions de matière. Donc, que le matériau fabriqué soit biosourcé ou pas. La 4D, bah, finalement, bah, on programme la réponse spatio-temporelle par l'architecture et la distribution. Donc, on peut soit le viser d'un point de vue non réversible, un petit peu comme ce qu'on voit en morphogénèse, à savoir sur la croissance. Et donc là, bah, confère les feuilles. Donc là, pareil, hein, soyez curieux, allez voir les feuilles autour de vous et allez voir un petit peu les formes qu'elles ont et voir de quelle manière ou pourquoi il y a ces formes-là. Alors, souvent, ce sont des distributions de croissance et d'excédent de matière dans le plan. Ou on peut avoir des choses qui sont réversibles. Et donc là, on peut aussi faire le pendant avec l'impression 4D à faire des choses qui sont réversibles par des stimulations environnementales, température et ou humidité. C'est-à-dire que le bazar, là, l'espèce de petit dôme qui se met en place, il est stimulé par la température et il était programmé pour arriver comme ça. Et c'est réversible. C'est-à-dire que si je reviens à température ambiante, il se remet à plat.
Donc maintenant, bah, on peut imaginer aller un peu plus loin sur mes hygromorphes bah, avec ces notions-là d'impression 4D. Alors, comment on s'y prend? De deux manières. Soit on fait un focus sur je souhaite aller plus loin sur la typologie de mouvement. Je veux pas forcément une flexion simple, je veux une flexion combinée. Et là, je souhaite avoir potentiellement plusieurs courbures. Alors, j'ai pas évoqué la chronologie de courbures, juste plusieurs courbures. Donc, je vois le modèle biologique et je vais avoir une distribution de tissus dans le plan. Très bien. J'ai des modèles qui sont relativement simples, les modèles de Timoshenko sur les poutres bimétalliques, hein, qui fonctionnent plutôt pas trop mal tant qu'on reste sur certaines hypothèses simplificatrices. Après, bah, faut passer à des modèles éléments finis. Donc, ce que l'on a ici, c'est que la courbure, globalement, va être fonction de pas mal de paramètres, des variations de déformation hygroscopique entre les couches, de paramètres géométriques de rapport d'épaisseur, de rapport de module élastique dans l'axe longitudinal, d'épaisseur globale. Bon. Donc, nous, on s'est focalisé un petit peu là-dessus, sur les rapports de modules élastiques entre les faces qui gonflent et les faces qui gonflent pas. Je caricature à fond, hein. Et derrière, ça nous permet de programmer nos matériaux. Donc on y va pas à pas. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on déconstruit le modèle biologique pour essayer de le retranscrire d'un point de vue technologique. Et donc là, bah, on arrive à Il faire reste nos une briques minute. bureau avec nos imprimantes. Il reste J'en une ai pour minute, Antoine. 2 minutes, 3 minutes. Une. Une, eh ben, on va accélérer. Et donc, par la distribution de matière, là, typiquement la distribution ou l'écart entre les filaments, je suis capable de piloter la courbure. C'est-à-dire que plus je vais avoir des filaments espacés, plus je vais avoir des courbures qui vont être plus ou moins importantes. Donc, je peux très bien générer des transitions de distance entre filaments de manière simplifiée, ou alors je peux très bien les amener de manière un peu plus particulière avec des transitions d'orientation au sein de mon plan. Je vais faire la même chose pour programmer non pas le changement de forme globale, mais la cinétique. Et à ce moment-là, je vais appliquer des modèles de diffusion notamment. Et je vais pouvoir piloter les mécanismes de transport de l'eau par capillarité, et pouvoir piloter la teneur en eau localement et les variations de courbure, les variations de changement de mouvement localement. Alors, je vais terminer. Globalement, là, ce que je mets en avant, c'est que ce pas de côté via le biomimétisme et l'impression 4D permet de faire sauter les verrous et en tout cas d'imaginer d'autres fonctions. Le dernier point, c'est pour vous évoquer le fait que, en tout cas moi pour ma part, ayant bossé sur les matériaux pendant pas mal de temps, on va essayer de diversifier aussi avec non pas forcément le focus sur le botanique, mais aussi aller voir ce qui se passe dans le maritime. L'eau aura peut-être d'autres fonctions, mais voilà. Donc, je vous mets quelques exemples des bestioles sur quoi on va travailler dans quelques temps. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation qui finit bien cette matinée. Pour le moment, il n'y a pas de question qui est apparue dans le chat, mais peut-être quelqu'un peut prendre la parole. Peut-être qu'encore après. Si, 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 si. Il y a une question d'Éric Badel. Ah oui, Si, pardon, je si. ne l'ai pas vu. Alors, Alors, cette question passionnante du biomimétisme des plantes est aussi très présente au sein du GDR FIP, Physique des plantes. Il serait intéressant de croiser les expériences et voir le réseau international Plantes Biomécaniques. et ben, je valide à 200%. Je connais pas suffisamment FIPé, mais j'étais adhérent et c'est un GDR qui me plaît énormément. Pas beaucoup le temps d'y aller, mais oui, mécanique physique des plantes et mécanique des plantes. Plantes biomécaniques, je l'ai vu. J'y étais à celui à Nagoya. Je serai au prochain parce que clairement, c'est l'essence même. Rencontrer des botanistes, j'ai d'autres exemples avec notamment Thomas Speck, hein, avec qui on échange assez régulièrement. Il y a ce besoin-là. Et je pense que l'idée, je suis beaucoup plus superficiel que beaucoup des collègues ici qui sont extrêmement pointus et moi, je vais en avoir besoin, hein. Maintenant, il y a aussi besoin de rôle d'interface pour essayer de voir où il y a besoin de spécificité en termes de compétences très, très particulières. Et en effet, IP fait partie de ce GDR-là qui est super intéressant, MEFI également, pour aller un peu plus loin en incluant la techno. Et je pense que ça, c'est un point très important si on veut pouvoir aller vers des applications. Merci Eric pour la question et c'est une bonne pub. Mais ouais, ouais, de rien, il y a d'autres GDR qui sont vraiment intéressants. Ouais. Et ça regroupe beaucoup enfin, ça recoupe beaucoup de choses qu'on voit dans ces GDR-là, quoi.
Ouais, Au tout à niveau fait. national, FIP est une déclinaison nationale du réseau Plant Biomechanics qui existe, lui, depuis beaucoup plus longtemps et qui, au niveau Et juste à international. titre d'information, sur les notions de biomimétisme, j'échange pas mal moi, avec le Muséum d'histoire naturelle. Mhm. Et c'est marrant parce que je vois finalement que le réseau de physique des plantes est plus ouvert, même si est plus ouvert en termes de, disons, de la bio jusque la méca en incluant la techno, les matériaux, etc. À les chakras plus ouverts que le MNHN par exemple. Donc il y a vraiment, euh, ouais, il y a des choses à creuser là-dessus. C'est une vraie interdisciplinarité dans ce réseau, je confirme. Ouais.